rencontre avec le tout premier auteur de manga français, l'œuvre d'une icône du féminisme à l'honneur au Centre Pompidou à Paris et un nouveau livre du romancier Pierre Lemaitre adapté au cinéma. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez. Et pour commencer, on parle de littérature ou plus spécifiquement de manga, ces bandes dessinées typiquement japonaises, un milieu très fermé dans lequel un Français est parvenu à se faire une place. Renaud Lemaire, c'est son nom. Il est le tout premier mangaka français. Renaud Lefort l'a rencontré. Dans l'univers du manga, pas facile de se faire un nom quand on ne vient pas du pays du soleil levant. Et pourtant, Renaud Lemaire est un irréductible Gaulois, tombé très jeune dans la marmite à dessin. Je viens d'un milieu, tu vois, on n'était pas porté sur l'art ou quoi. J'ai jamais mis les pieds dans une librairie avant que je sois publié, en fait, tu vois. Ma première BD, je l'ai fait à 7 ans. Je suis la génération Club d'eau, clairement. Aujourd'hui, la quarantaine. Ma rétine a été abreuvée à la japanimisation. Mon premier dessin aussi, que je m'en souvienne, c'est à 3 ans, c'est Goldorak, tu vois. Aujourd'hui, Goldorak dans le lac embrasé. En 2006, son premier manga Dreamland est un coup de maître. La particularité de Terrence, c'est les yeux fermés et souriants, tu vois. Le fait qu'il soit souriant fait qu'en fait, tu vas vouloir suivre ce petit mec. Ce petit mec est un timide lycéen le jour, mais la nuit, il voyage dans le monde des rêves pour sauver avec son pouvoir magique du feu l'âme des gens. « 15 ans plus tard, 700 000 exemplaires vendus, et pourtant le Montpelliérain décide de remasteriser les premiers tomes de la saga. Je me suis mis à vraiment lire ma série. J'ai vu les qualités, donc j'ai compris ce qui pouvait plaire à certains lecteurs quand ils venaient voir en dédicace, chose que j'avais du mal à comprendre, l'engouement autour de Dreamland. Mais j'ai aussi vu tous les défauts des premiers tomes. Et là, c'était vraiment en moi, c'était organique, ça me piquait les yeux, ça me faisait du mal en fait. J'ai aussi progressé en dynamique, comme je te disais, le rythmique. Le dialogue, c'est l'essentiel, quoi. La fièvre du manga Made in France n'en finit plus de faire le bonheur des libraires, mais inutile de fanfaronner selon Renaud Lemaire. On appelle ça une French touch, mais moi je suis pas d'accord parce que pour connaître pas mal d'auteurs, on a tous une sensibilité, une volonté de raconter une chose différente. Donc si on devait donner un nom à cette vague, je dirais la No Japan Touch, tu vois. On n'a pas cette revendication d'être français et de vouloir à tout prix mettre notre récit en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais on fait pas comme les Japonais. Fan du Japon, mais sans complexe d'infériorité, Renaud Lemaire tisse l'étoile de son imagination avec ses coups de crayon. Les fans du manga pourront aussi découvrir les aventures de Terence, adaptées en série animée très prochainement. Autre pionnière dans le monde des arts, la peintre américaine Alice Neel, disparue il y a près de 40 ans. Figure du réalisme, elle est aussi l'une des premières à avoir lié la cause des femmes à la question de la classe sociale. Pour la première fois en France, le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective. Visite guidée avec Natacha Milleret. Sur ses toiles, des hommes et des femmes qu'elle a fait sortir de l'ombre. De l'homme noir invisibilisé, à la mère célibataire méprisée, au malade atteint de la tuberculose, Alice Neel a peint tout au long de sa vie les milieux populaires de New York qu'elle a longtemps côtoyés. L'artiste a vécu des années dans les quartiers de Greenwich Village et Spanish Harlem.
son œuvre est le reflet intime des luttes de l'Amérique du XXe siècle. Alice Neal était durant toute sa vie toujours du côté des gens qui vivaient à la marge de la société, des gens qui étaient des victimes des inégalités. Elle était contre toutes les discriminations, à la fois sociales mais aussi raciales, où elle était pour le mouvement gay. Et c'est ces combats qu'elle a menés pendant toute sa vie, on montre ici dans l'exposition. Parmi ces combats, la lutte pour l'égalité des sexes. Alice Neal ose peindre le corps des hommes, quitte à le transformer. Quand elle se moque de la virilité masculine, c'est pour mieux s'opposer au patriarcat. Ces portraits de femmes nues sont tout aussi percutants, un regard sans concession mais plein d'empathie. Une forme de radicalité qui a fait d'elle une icône du féminisme, à l'image de ce tableau, Marxist Girl, et de ce détail, une aisselle non rasée. Aujourd'hui, ça devient un peu à la mode, mais à l'époque, dans une Amérique puritaine, il ne fallait pas le faire, mais ça montre aussi la grande audace, cette grande autonomie des artistes féministes qui étaient au-delà du regard masculin et aussi qui étaient au-delà de toutes les conventions imposées à la femme, à la beauté de la femme. Celle qui se décrivait comme une collectionneuse d'âmes ne peignait pas pour embellir, mais pour révéler. Sa reconnaissance à elle sera tardive, car femme américaine et communiste. Alice Neal avait aussi fait le choix de rester au plus près de l'intime, à une époque où l'art abstrait de Jackson Pollock ou Mark Rothko triomphait. Une Américaine exposée à Paris donc, et un Français mis à l'honneur à New York. Claude Monet et ses célèbres nénuphars se dévoilent lors d'une exposition d'un genre nouveau. Le jardin de Monet, l'expérience immersive, c'est son nom. À leur arrivée, les visiteurs sont accueillis par un parfum de lavande et sont immergés complètement dans l'œuvre. On écoute le commissaire de cette exposition. Le travail de Monet se prête parfaitement à ce genre d'exposition, car il a lui-même peint ses célèbres nénuphars dans de grands formats, avec cette idée que le visiteur devait plonger dans ses tableaux. Donc, cette expérience immersive s'est construite très naturellement. Autre grand spectacle, non plus sur des murs, mais sur grand écran cette fois, avec Couleurs de l'incendie, deuxième adaptation au cinéma d'un roman de Pierre Lemaitre, après Au revoir là-haut, l'histoire d'une femme qui s'émancipe, portée par Clovis Cornillac à la réalisation, et un casting 5 étoiles, Éric Cornet. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est un genre devenu rare dans le cinéma français. Une fresque historique et romanesque. L'histoire d'une riche héritière propulsée à la tête d'un empire financier. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas ? Et brutalement confrontée à la cupidité de son entourage. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas ? Après Au revoir là-haut, porté à l'écran par Albert Dupontel, voici donc la suite et une deuxième adaptation au cinéma d'un roman de Pierre Lemaitre, dont l'univers très cinématographique a séduit l'acteur-réalisateur Clovis Cornillac. Ce que j'aime énormément dans cette littérature, c'est cette notion de grand souffle, quoi. C'est-à-dire, c'est épique, c'est romanesque, et en même temps, tout m'intéresse. C'est-à-dire les enjeux, les rapports entre les personnages. On retrouve le personnage de Madeleine Péricourt, femme flouée qui va se découvrir des ressources insoupçonnées pour se faire justice. Sur qui vous voulez enquêter ? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Pour Léa Drucker, jouer une héroïne de roman est une responsabilité particulière. Quand on lit un livre, ça vous appartient complètement, le personnage est à vous. Et puis un jour, Clovis vient me voir et me dit « Voilà, je voudrais que tu joues Madeleine Péricourt ». C'est un peu vertigineux. Ma fortune tout entière est passée dans vos mains. Même vertige pour Benoît Poulvorde dans le rôle du salaud. Non, Madeleine, vous avez dilapidé votre fortune tandis que je construisais la mienne. C'est différent. Je préfère jouer les salauds que les gentils. J'ai un répertoire. Dans le genre tête de con, j'en ai déjà fait beaucoup. Ça ne me gêne pas. Moi, j'aime bien ça. Quant à savoir si le film peut relancer les ventes du roman, cette libraire se souvient de la sortie d'Au revoir là-haut, il y a 5 ans. Avec le succès qu'a connu le film, plusieurs Césars, un lectorat nouveau a eu envie de découvrir le reste des écrits et de l'œuvre de Pierre Lemaitre. Soyez prudente. Si entre littérature et cinéma, les liaisons peuvent parfois s'avérer dangereuses, ces Couleurs de l'incendie s'inscrivent plutôt
dans les réussites du genre. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte avec des images de la plus grande foire photographique du monde. Jusqu'au 13 novembre prochain, Paris Photo revient au Grand Palais éphémère au cœur de Paris. Au programme, plus de 180 exposants venus de 31 pays. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite sur France 24.